Bienvenue sur JurassicPark.fr, c'est le podcast numéro 16. On va débriefer Battle at Big Rock. Je suis Florian alias Laris, et avec moi ce soir il y a Thomas alias TotoJP. Bonjour. Et Fabien alias JPman. Bonjour à tous. Alors on est en petit comité, personne n'a souhaité nous rejoindre aujourd'hui. Comme je l'ai indiqué juste avant, on va débriefer Battle at Big Rock, donc le court-métrage qui devrait faire le lien entre Fallen Kingdom et Jurassic World 3. Et voilà, j'ai plus l'habitude. Je crois que ça fait un bagne, hein. Donc voilà, est-ce qu'on peut commencer par rappeler un peu l'historique de ce court-métrage, même s'il n'y a pas grand-chose peut-être à en dire, essayer de situer pour les gens qui débarquent, qu'est-ce que c'est que Battle at Big Rock ? J'ai pas les dates précises, il me semble que du coup c'est un court-métrage qui a été tourné en pseudo-secret en début d'année 2019, janvier je crois, en Irlande. Voilà, donc il y a eu pendant la première partie de l'année où on fantasmait un peu sur l'idée qu'il y aurait un film spin-off ou je ne sais quoi, Jurassic World, qui accompagnerait on pensait la sortie d'un film Universal. Alors on a beaucoup parlé du dernier Fast and Furious, il me semble, que ça serait montré avant le film en fait, avant Hobbs & Shaw, je crois. Et au final il n'y a rien eu. Donc je sais que sur les sites de fans, parce qu'apparemment c'était quelque chose de beaucoup attendu, on se demandait si le Battle at the Big Rock allait sortir un jour. Est-ce que Universal avait finalement laissé tomber le projet ? On commençait de se dire ça en fait, hein, que bon c'était peut-être un peu du bullshit et on s'était enflammé pour rien. Et puis assez peu de temps avant en fait qu'on ait la diffusion, ça s'est avéré concret. Alors je sais plus qui l'a officialisé, je me demande parce que je crois que c'est Trevorrow lui-même en fait, hein, sur Twitter, qui a dû tout simplement mettre une affiche teaser en donnant une date. C'est ça. Voilà. Entre-temps, il y avait quand même eu une fuite par l'intermédiaire des jouets Mattel. Alors comme toujours dans la saga Jurassic World, c'est les jouets qui dévoilent tout, et on savait déjà que dans ce court-métrage, il y aurait un Azutoceratops et un Allosaurus. Oui, effectivement, ouais. Il y avait une gamme Battle at Big Rock, ouais. C'est vrai. Voilà, moi je pense que c'est tout ce qu'il y avait à en dire au niveau contexte général. Ce qui est un peu surprenant peut-être, c'est que ce soit Trevorrow lui-même qui le réalise. Je me serais attendu, vu qu'il réalisait le suivant, à filer peut-être le bébé à un jeune qui n'en veut, comme il était lui il y a 4-5 ans. Il n'a plus que ça. Mais il a préféré garder le truc pour lui-même. Il n'a plus que ça qu'à faire. Hein. Oui, peut-être s'entraîner... une forme d'entraînement, voilà, un petit brouillon comme ça pour se remettre à la caméra, parce que c'est vrai qu'il n'a pas fait grand chose depuis le livre d'Henry, hein, il me semble, ça commence de dater, hein, ça déjà. Hein. Parce que, étant donné qu'il a été viré du projet Star Wars 9, je pense qu'il se rabat un petit peu aussi sur la saga Jurassic World pour essayer d'imposer son nom à la marque, et que ce qu'on en retienne à la fin, c'est que c'était Colin, Only Colin, quoi, par la petite parenthèse Bayona pour le deuxième, quoi, mais bon. Et se relancer, oui. Tout en sachant qu'il a quand même écrit une partie du 2, donc il est quand même fortement impliqué. Oui, effectivement, oui. Et d'ailleurs, quasiment toute l'équipe du court-métrage, en fait, c'est l'équipe du prochain film, donc Trevorrow à la réalisation, Emily Carmichael au scénario, et le mec qui fait la photographie, dont j'ai oublié le nom, qui est un mec connu dans le milieu. Si, Larry Fong, c'est ça ? Voilà, Larry Fong, qui a fait 300, qui a une patte assez marquée dans son travail. Ah, je savais pas. Je savais pas que c'était lui. Ouais, Ça peut être 300, joli. Hein. Il a fait Skull Island. C'est assez joli. C'est un des points qui permet même d'être un petit peu optimiste pour le prochain Jurassic World. Mais je m'avance peut-être un peu parce que je vois qu'il n'est pas annoncé officiellement sur le prochain Jurassic World. Enfin, on verra. Au niveau de la BO, enfin de la musique, par contre, on n'a pas Giacchino. C'est une compositrice, il me semble, qui l'a recrutée. Si, c'est Annie Doherty. Amy Doherty. Voilà. J'avais le prénom Amy, mais j'arrivais pas à Doherty. Voilà. Et au niveau des acteurs, c'est alors des gens qu'on a déjà pu voir. Enfin, les
les deux principaux, on a déjà pu les voir. Notamment, le gars, c'est le premier rôle dans la série Castle Rock. Je sais pas si vous connaissez. Oui. Et puis la fille, je l'avais vue dans un film qui s'appelait Message from the King, qui est sorti il y a 2 ans, qui était pas trop mal. Mais c'est globalement aussi des acteurs quand même beaucoup plus... Enfin, c'est du petit écran, de la série télé. Pas de carrière cinéma. C'est vrai que le casting, ça fait un peu penser aux productions Bat Robot type les Cloverfield là qui nous font à la chaîne. Là, c'est beaucoup des acteurs télé, séries télé qui... Ouais, c'est pas faux. Un petit peu, ouais. Moi, je sais pas, le court-métrage, après on en parle, ça m'a fait un peu penser à un truc Bad Robot, un peu, dans l'idée, je sais pas. Au côté, Avec moins de twist. Ouais, avec beaucoup moins de twist, ouais. Ok. Donc, on peut peut-être se lancer, dans un commentaire en direct. On regarde l'œuvre? Ouais, c'est ce qu'on vous propose, chers auditeurs, c'est de lancer le truc en même temps que nous, et de temps en temps, on va faire pause pour commenter et dire ce qu'on en pense. Donc, on vous propose de suivre ça avec nous. Alors, vous êtes tous sur la vidéo? C'est parti. C'est bon. 1, 2, 3, go. C'est parti. Désolé, C'est l'effet que ça te fait, c'est ça? T'es allergique. Donc, le logo Universal. Qui est dégueulasse. Avec la musique du premier. Il est dégueulasse ce logo avec le T-Rex, déjà, là. Voilà, c'est un peu ce qu'on a eu dans tous les mauvais fan art depuis 20 ans. Cette manie de vouloir replacer la silhouette du T-Rex un peu n'importe où et lui faire une île en forme de tête de T-Rex, ça s'est déjà vu dans des fan art pas géniaux, quoi. Ouais. Et je crois qu'il y avait même une affiche fan art pour Battle at Big Rock qui faisait l'affiche, c'était une forêt et avec une clairière en forme de tête de T-Rex. C'était pour Jurassic World. C'était particulièrement moche. Non, c'était pour Battle at Big Rock, okay. Je crois. Ouais. Petit point positif, par contre, c'est qu'on a le retour au niveau de la musique des tonalités du opening titles de Jurassic Park 1. Ça faisait un petit moment que je l'attendais, celle-là. Ah, j'ai dit Jurassic Park 1, je vais me faire tuer par certains. J'ai vu que sur le forum, c'était pas bien vu de dire ça. Ouais. On coupera le 1 au montage. On coupera le 1. Et ouais, ça par contre, ça fait plaisir de entendre ces sonorités-là, parce qu'on les a pas entendues depuis le premier, donc bon, déjà bon point. Ça, voilà. Ok, on enchaîne. Bon, Amblin, hein, le grand classique. Ouais. Ils ont pas fait la tête du T-Rex dans la lune. Ils auraient pu. Le titre. On retrouve un peu les éléments de braise, un peu comme qui rappelle le volcan de Fallen Kingdom. Et puis des messages audio, des extraits de radio en fait, qui racontent un peu... alors, je sais pas trop si c'est des précédentes rencontres qu'il y a eu avec les dinosaures, ou si c'est des trucs... ça parle de l'événement qu'on va voir. Oui, il parle même du premier bébé dinosaure né aux États-Unis là. Ouais. Bah oui. Donc je sais pas si c'est un truc qui se passe plus tard. Et joli enchaînement entre les braises comme on disait et le barbecue. Alors la petite, je sais plus son nom. La petite actrice, je vais dire ça. Donc là alors elle s'appelle. C'est Kadasha, c'est ça hein? Kadasha, non? Ça s'appelle la petite, non? Je crois, hein. Alors peut-être. C'est Kadasha. Et son frère, c'est Matteo. Et le mec, c'est Denis. Et Mariana, c'est sa nana. C'est la mère. Ouais. Donc on démarre, on aperçoit... Donc là, j'ai mis pause là où on voit Greg, le légendaire Greg. Ouais. Bière à la main. Une bière à la main, voilà, la bottle at Big Rock. Fallait la faire. Et donc Greg, joué par Chris Finlayson, donc c'était le premier rôle parlant, et donc il est très fier. Depuis, il s'est créé un compte Twitter exprès pour ça, et il ne tarit pas de remerciements pour Colin Trevorrow de lui avoir donné sa chance. Ah ouais, là il est à fond là. Il est parti pour une belle carrière, je pense, parce que c'est vrai quand même que c'est assez une belle performance hein, quand même. Hein, Oui, j'approuve. Faut faire un caractère study, je pense, Florian. Oui, je vais essayer. Ouais. Le troisième. Je suis fort pour extrapoler. Ouais.
rendre compte que toute la mythologie, en fait, Jurassic Park, basée sur ce mec, en fait. Il y a eu un effet papillon avec lui, un truc qu'on n'a pas compris, mais tout est lié. C'est ça. Et il ressemble un peu au biker qu'on avait dans Jurassic Park The Game. Oui, effectivement. Mais qui n'est pas canon, donc ça peut pas être lui. Effectivement. Il y a un petit air. Voilà. Et donc le gars harcèle littéralement Chris Pratt et les autres membres du casting pour essayer d'avoir une seconde chance, peut-être à Hollywood. Affaire à suivre. Hein. Et bah tout à fait. Peut-être que ça deviendra une légende dans quelques années. Ouais. Et du coup là, il nous dit qu'il va y avoir une pluie de météores. Donc meilleur endroit pour regarder une pluie de météores, c'est sous des arbres dans la forêt. Oui, c'est bien connu. Et donc point positif, un petit comment ça s'appelle, un plan séquence, pardon. Donc la caméra qui est partie du barbecue et on n'a toujours pas coupé depuis et on tourne autour du père pour rentrer dans la caravane. Ouais, je voudrais souligner le petit point positif aussi de la pluie de météores, c'est toujours sympa, quoi. Ça fait un petit rappel aux dinosaures, ça. Côté, moi je l'avais vu comme ça, l'extinction des dinosaures, météorites, météores. Pensez pas que c'est volontaire ? Imagine, c'est ça Jurassic World 3. Et c'est vraiment Greg qui annonce la fin des dinosaures et de l'humanité dans Jurassic World 3 par cette pluie de météores. Ah. Ouais, j'avoue que j'avais pensé, hein, je me suis dit, mais non, ils vont pas faire ça. Ils vont pas faire ça. Non, je pense pas. C'est vrai que ça sert un petit peu à rien dans l'histoire, la pluie de météores, mais oui, ça fait un petit élément de construction de background. Après le volcan, les éruptions volcaniques, le météore arrive. C'est ça. Donc on fait la connaissance de la famille. Donc un garçon, une fille et un bébé, qui est visiblement une famille recomposée, mais il y a besoin d'appuyer sur... de bien insister dessus pour qu'on comprenne. Ils sont une famille maintenant, tout ça, il faut qu'ils cohabitent ensemble, blablabla. Ils sont heureux. Bah, le thème de la famille qui doit s'entraider, machin, ça aurait bien marché si c'était passé en avant de Fast and Furious finalement, parce que... Ouais. c'est le leitmotiv de Vin Diesel, quoi. Effectivement. Voilà. Et oui, ils nous disent qu'ils doivent s'entraider et tout, et bah c'est pas forcément... Enfin, on verra après, mais... Voilà. Ah, il se passe quelque chose avec Greg. Voilà. La gamine nous dit qu'elle a passé sa journée à tirer à l'arbalète avec Greg. Waouh. Et là, le père, il twist, quoi. Inquiet. Ça lui va pas. Et il appelle par la porte qui est fermée alors qu'il l'avait laissée ouverte. Et on se rend compte que quelque chose ne va plus. Et ils entendent du bruit. N'hésitez pas à enchaîner. Hein. Donc un joli museau de Nasutoceratops. Un dinosaure. Et ouais, vas-y. Un dinosaure qui n'est jamais apparu dans la saga. J'ai jamais entendu parler. Ouais, il sort de nulle part, c'est assez étonnant d'ailleurs. Ce qui m'intrigue, c'est que on a essayé de retirer les dinos du Nulbar, dont on avait la liste précise dans Jurassic World, et à partir du 2, il y a plein de nouvelles espèces, donc on ne sait pas d'où ils sortent vraiment. Bon, c'est comme la liste d'Ingen dans Jurassic Park. Là, il n'y a pas d'explication. On s'en fout. Ouais, mais bon, c'est ça qui m'intrigue, quoi. Au niveau de luminosité, on est assez proche, et même le style de la déco de la caravane, on est assez proche du manoir du précédent film, je trouve. Ouais, effectivement. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il essaie de copier un petit peu la fameuse patte, là, comme on n'arrêtait pas de dire, la patte Bayona. Alors, il y a un côté comme ça, on dirait qu'il s'essaye à ce style-là. Alors, moi je trouve que ça rend beaucoup moins bien que ce que Bayona peut faire, mais on sent comme il a entendu qu'il y a eu des bons échos sur la réalisation de Bayona sur le deuxième, on a l'impression qu'il essaie de mimer un peu Bayona dans les éclairages, les effets de lumière, même là quand on verra après là, avec l'allosaure quand il arrive et tout ça, mais beaucoup moins bien fait, hein, je trouve. C'est pas la même maîtrise. Bon, après c'est un court métrage, donc c'est difficile de comparer, hein, je veux bien, mais je sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, une tentative un petit peu de surfer sur le côté esthétique qui a fonctionné dans le deuxième.
Oui, esthétiquement, c'est plus joli que ce qu'il avait fait dans Jurassic World, où on avait l'impression qu'Isla Nublar était en Floride, là, constamment surexposé. Mais après, est-ce que c'est vraiment lui qui fait cet effet-là, ou Larry Fong, justement, directeur de la photo, dont c'est plus le taf de s'occuper de ce genre de choses? Oui. Après, voilà, je sais pas si c'est Trevorrow. En tant que réalisateur, il peut, il valide. Il peut demander aussi à ce qu'il y ait des tonalités particulières. Enfin, il a quand même un pouvoir d'orientation du type de photo qu'il veut, quoi. Mmh. Et je trouve le Nasutoceratops pas dégueu. Alors après, il est dans la pénombre, donc ça aide à cacher un peu les défauts peut-être. Mais j'aime bien son design. Et du coup, on le voit en train d'essayer d'aller bouffer les vivres de la glacière. Et alors, je vais peut-être extrapoler trop loin, mais je trouvais ça intéressant, l'idée que la végétation actuelle lui convient pas, et il essaye d'aller récupérer peut-être autre chose. Parce que j'imagine que sur Isla Nublar, il était nourri avec des trucs particuliers et tout, et cette idée que ce qu'ils peuvent trouver naturellement leur convienne pas, et que c'est pour ça qu'ils sont poussés vers les humains à essayer de trouver autre chose à bouffer, je trouvais ça intéressant. Mais le film le fait pas spécialement ressentir, donc je sais pas si c'est ça l'idée derrière. Ça m'étonnerait. Bah oui, ils n'ont pas du tout réfléchi comme ça. Bah, après c'est un herbivore. Si c'est un herbivore, il a pas trop de raison d'aller essayer de chercher de la bouffe humaine, enfin, sauf s'ils avaient... Bah, je sais pas, là, il est en train d'essayer d'ouvrir une bouteille de coca. C'est vrai, ça. Ouais, qui a été fabriqué par les Américains. Pepsisaurus ou je sais plus quoi, là, qui disait, là. C'est ça. Et là, t'es rendu dépendant au Pepsi, et il va mourir sinon, s'il a pas sa dose. C'est la nouvelle lysine, ça. Ouais. Et au passage, on découvre que la gamine, comme tous les enfants dans les Jurassic Park, connaît par cœur les dinosaures du premier coup d'œil. Ouais. Ça a perduré, ça. Même après le fait que les dinosaures c'est devenu un truc commun pour tout le monde, depuis tout le monde sait qu'ils ont un peu perdu de leur aura mythique, quoi, je veux dire. Enfin, c'est des enfants qui sont nés dans un monde où les dinosaures existent, mais ils sont toujours autant geekouilles sur les dinosaures. Pourquoi pas, hein. Peut-être après, il y a les enfants aiment bien les animaux, hein, de manière générale, donc... Là, ça allait chercher un peu loin, mais bon, j'ai quand même remarqué que les enfants, je sais pas s'ils seraient aussi, s'il y a le même aspect que pour Tim dans le premier. Ouais, c'est sûr, qui sont vivants maintenant, bon, c'est moins. L'effet légendaire des dinosaures ne serait plus. Ah bah là, oui, carrément. Ok. Donc on rencontre le bébé, Nasutoceratops, qui s'amuse avec une lampe de poche. Et là, il flippe. Ouais, c'est pas trop mal foutu pour un court-métrage, c'est vrai quand même, au niveau effets spéciaux. Bah, il y a de la production value, oui. Après, est-ce que c'est pas forcément très inspiré, je trouve, mais visuellement, oui. Ouais. L'arrivée de l'allosaure est pas mal foutue. Après, dans la narration, c'est un peu brut de décoffrage quand même. Enfin, on n'a pas un effet de tension. Alors, je pense qu'effectivement, ils ont peut-être cherché à instaurer un effet de surprise, mais je sais pas, ça passe pas. C'est pas effrayant, quoi. Enfin, on s'y attend aussi. Oui. Tu te doutes bien que tout le long du court-métrage, ça va pas être des dinosaures qui jouent avec des glacières, quoi. Oui, effectivement. Donc, oui. Et là, quand il arrive, j'ai l'impression qu'il est plus petit que plus tard dans le court-métrage, notamment sur un plan qu'on verra plus tard. Donc il y a encore ces histoires d'échelle qui changent au fur et à mesure des besoins du film. Enfin, c'est l'impression que j'ai là. Bon, après, l'angle est bizarre. C'est dur de véritablement se faire une idée de sa taille. Parce que bon, quand même, si à côté on voit la caravane, il est quand même bien mouse, costaud quand même. Moi, je me pas l'impression qu'il est plus petit. Moi, je vois pas ça. Ça m'a pas choqué. Non, ouais, ouais, peut-être par rapport à la. Ouais, c'est vrai que. Non, il est assez. C'est plus sa position dans l'écran en fait. Comme le plan est assez large, puis il est centré en fait. Ouais, en fait, j'avais fait pause quand on voyait plus la caravane, et peut-être que... Ouais, parce que quand tu vois la caravane à côté, tu vois qu'il est gros quand même. Il est beaucoup plus gros que dans le Fallen Kingdom, par exemple, quoi. C'était dit que c'était un juvénile. Un jeune, quoi, donc, ouais, c'est ça, ouais. Une jeune, apparemment, c'était une femelle. Mais c'est pas supposé être toutes des femelles. Ah non, c'est vrai que c'est dans Jurassic World maintenant. Il y a tout. Et juste un truc qu'on a oublié tout à l'heure, parce que les sous-titres le retranscrivent pas bien, c'est que juste avant, il disait que il y avait déjà eu un incident plus au nord,
Et la gamine les rassure en disant mais non là-bas c'était des carnivores. Et du coup je sais pas si cet incident c'est ce qui s'était passé dans le manoir Lockwood ou s'il y a déjà eu un truc de ce type avec d'autres gens. Sachant que Trevorrow avait dit que ça c'était la première vraie rencontre entre des humains et des dinosaures sur le continent. Oui mais après il y a une autre interview où il explique que depuis le manoir Lockwood il y a eu plusieurs incidents de ce type-là. Et que pour lui, le court-métrage, c'était intéressant de montrer un de ces incidents, parce que maintenant c'est à une autre échelle, une échelle très large, et que ça c'est un incident, enfin moi de ce que j'avais compris, c'est un incident parmi d'autres. Alors peut-être que c'est le premier, mais enfin effectivement par rapport à ce que tu dis, moi j'ai plus l'impression que c'est des choses qui se répètent, puis même les flashs radio au tout début, on voit qu'il y a eu des petites merdes quand même avec les dinosaures. Non, je sais pas. Ouais. Mais je croyais qu'à un moment il avait dit que celui-là c'était le premier incident grave. Et du coup c'est pour ça qu'au début je me disais les flashs radio ça raconte ce qu'on va voir après quoi. Vu que ça parle du premier bébé dinosaure né en Amérique, c'est là on le voit là. Voilà. Mais bon après c'est un détail. Ouais effectivement. Donc, les deux dinos tournent autour, là encore les CGI sont à peu près propres mais bon c'est parce qu'il fait noir et voilà. Et alors là l'allosaure chope le bébé. Et là, je me dis, s'il le bouffe, c'est une première. Mais en même temps, on est dans un court-métrage, donc ils peuvent se le permettre. Et non. Et quand il s'échappe, alors là, première déception. Ouais. Normalement, il n'aurait pas dû survivre, à mon sens, puisque la mâchoire doit être assez puissante. Et puis avec les dents qui lui rentrent dedans, voilà quoi. Enfin... Ouais, puis tu te dis surtout que si le bébé dinosaure en réchappe, aucun de la famille ne va y rester et que finalement le côté dark que Trevorrow avait promis ne le montrait pas aux enfants. Oui. Puis là il y a la réplique qui me gêne aussi, c'est quand t'as le père qui voit que l'allosaure il a chopé le petit dino, il dit un truc genre ouais non mais bon pas d'inquiétude, ouais c'est la nature, ça arrive. Enfin, je sais pas, je trouve sa réaction un peu bizarre. Enfin, il y a... Ah bah c'est clair. Il devrait pas avoir peur pour sa propre peau déjà. Il y a quand même deux gros dinos qui se bastonnent juste à côté de sa caravane et lui il est plus là. Même je sais pas, tu vois un lion choper un bébé gazelle, tu laisses pas tes enfants regarder quoi. Bah oui. Tu dis pas non mais c'est la nature, ça arrive, c'est pas grave. Ouais, c'est bon. D'ailleurs la mère dinosaure là, elle aurait dû réagir beaucoup plus vite que ça dès que son bébé avait été attaqué quoi. Enfin, naturellement, je pense au niveau de l'instinct, la réaction est un peu trop lente. Non ? Ouais, après c'est peut-être pour laisser le temps de s'inquiéter pour le bébé dino. Ouais, mais bon. Le temps au spectateur. On s'y inquiète pas vraiment. Sur le moment, je me dis s'il y passe, c'est cool, mais voilà, ça change. Et c'est quand il se barque, voilà, on est un peu déçu. Mais sur le moment, je me disais peut-être quoi, vu que c'est un court-métrage, ils peuvent se le permettre. Au niveau des réactions, moi je trouve qu'ils paniquent pas assez quand même. Ils sont quand même en train de voir quelque chose d'assez flippant quoi. Et ils restent là, ils essaient pas de faire un plan on va attendre un peu, on va se barrer parce que c'est un truc qui viendrait à l'idée. Qu'est-ce qu'on fait quoi. On est comme Grant et Malcolm quand ils regardaient le T-Rex à travers le pare-brise de leur voiture. D'ailleurs, ça reprend un peu cette idée-là de ils sont au cinéma et ils regardent derrière la vitre à travers un écran ce qui se passe quoi. Ouais, mais je sais pas, autant dans Jurassic Park c'est particulier parce qu'ils sont sur une île, c'est un contexte quoi, ils sont vraiment dans un monde qu'ils connaissent pas, après tu me diras peut-être que là ils connaissent pas la forêt où ils font leur camping, mais je sais pas, puis c'est une famille. Ils pourraient se dire, ils ont des enfants et tout, qu'est-ce qu'on fait on essaie de se barrer, même tu vois, juste y réfléchir, on les entend même pas le dire. Cachez-vous sous les sièges. Ouais. Oui, non, c'est sûr. On va attendre un petit peu que ça se calme et puis on va essayer de se barrer. Même le père essaie de regarder une issue dans la caravane pour voir où est-ce qu'il pourrait partir. Ça serait logique quoi, plutôt que de regarder comme ça ébahi. Parce que autant dans le Jurassic Park, effectivement, il y a Malcolm et Grant, ils sont presque un peu en état de what quoi, ils sont sous le choc quoi, vraiment genre, mais en plus il y a les gamins qui sont attaqués, ils sont peut-être en mode aussi mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les gamins, tu vois. Puis ça dure pas si longtemps que ça, après il y a quand même Grant qui, bon, il est un peu en état catatonique, genre en état de choc, puis après il va quand même il passe à l'action quoi, il va chercher
les flares et puis il agit quoi. Il reste pas non plus. Là, moi, je trouve ça bizarre, moi, leur réaction. Ils attendent vraiment d'être dans la merde pour. Enfin, et puis même quand il y a la grosse action de merde après, ils réagissent pas trop quoi. Bizarre. J'aime bien le plan là où il y a la gamine de 3/4 avec son visage complet qui se reflète dans la vitre. Je trouve ça sympa. Mais bon, c'est un détail. Ah non, moi je maintiens qu'il devrait être affolé. Là, je revois la scène, c'est pas possible. Oui. Vous avez tous fait du camping ou quoi? Même tu sais quand t'es dans la forêt la nuit et tout, pourtant dans notre monde il y a pas de dinosaures ou tout. Il y a un côté un peu flippant quoi. T'es seul, t'es dans la nature, dans la forêt. Alors là, tu rajoutes des dinosaures, mais laisse tomber quoi. Faut remarquer que les phares de la voiture sont allumés. Alors on ne sait pas trop pourquoi. C'est le dinosaure, je crois, qui les a allumés en fonçant dedans, non? C'est pas ça tout à l'heure là quand il y a le mâle qui est venu, non? Ah ben moi je suis pas encore rendu là, moi. Ah, je suis peut-être en avance, moi. Je suis à la porte qui s'ouvre, moi. D'ailleurs, ça sert un peu à rien ce coup de la porte qui s'ouvre. Ça apporte rien du tout dans le déroulement de la scène. C'est pour qu'on s'inquiète un petit peu pour eux. Ouais, je sais même pas. Mais là, ouais, quand il revient de la porte, on a vraiment encore l'impression qu'ils sont devant un écran de télé, quoi. C'est assez flagrant, je trouve. Enfin, je pense que c'était l'effet voulu répéter ce qui avait été fait dans le premier Jurassic Park. Cette métaphore de on est devant un écran. Et du coup, là, ouais, le mal arrive. Mais non, ils étaient déjà allumés, début, ouais. hein. C'était déjà allumé. Ouais, mais même je crois que c'est ceux du camping-car, non? C'est possible. Greg, il s'en fout. Ouais. Il est climato-sceptique, à mon avis, Greg. Donc le mal qui vient sauver tout le monde, purement Trevoresque. Ah ouais. Un peu cliché, ouais. Mais il va pas à la confrontation directe. Non, c'est la force tranquille. Et là, on se dit, ouf, tout va bien. Et là, le bébé des gosses, quoi. Pleure. Sale gosse. Et surtout qu'il pleure parce qu'il voit rien, en fait. Il y a ses deux parents qui lui cachent tout. C'est la transmission de la peur, ça. Du parent à l'enfant. Et par contre, chelou, voilà, ils essayent de calmer le gosse, mais même pas de le détacher direct. Ouais. Et nous avons ici un plan bien connu, juste après. Le retournage de caravane. Voilà. Ah mais là c'est littéralement le même quoi. C'est Ouais bon, on l'avait repéré dès les photos de tournage que ça se passait dans une caravane renversée et oui. Bon bah, est-ce que c'est un hommage, est-ce que c'est, je sais pas, je trouve ça étrange dans une même saga de faire deux scènes qui se passent dans une caravane renversée comme s'il n'y avait pas des milliards d'autres possibilités. Bah, là, mais bon. Pour la scène, c'est clairement un clin d'œil très volontaire. Mais là, c'est bien la preuve que Trevorrow, il a du mal à se détacher vraiment des images iconiques de la franchise originale. Il n'a pas vraiment d'idée novatrice en termes de mise en scène. Ouais. Et c'est bizarre les fondus au noir, là, on a l'impression qu'il se passe un certain temps avant qu'ils se réveillent, alors que non, enfin, c'est probablement 1 ou 2 secondes, quoi. Ouais, parce que le dinosaure il a attendu sinon, tu vois. Ouais, voilà. Ouais, genre je vais leur laisser faire leur petit coma et puis je vais revenir comme un bon gros pervers après pour essayer de les bouffer. Ça fait un peu ça. Hein. Et là, pour moi, le plus joli plan, le plus réfléchi, le bébé suspendu en l'air et la mâchoire qui apparaît derrière. Ouais. Pour moi, c'est le plus beau plan du métrage. Mais il est assez furtif. Et pas du tout poseur comme un autre plan qu'on verra un peu plus tard. Donc je comprends pas comment il a attaché le bébé là, et pourquoi il tombe pas, mais et pourquoi pas. Il a pas une ceinture Bah il est dans un siège attaché à la table, mais je pense que dans cette position là c'est pas fait pour tenir, ça devrait tomber. C'est vrai, tu vois. Mais bon, chaise, chipote. Là on note aussi que le coup de pied dans la fenêtre, cette fois-ci ça marche.
Et alors, le coup de pied dans la fenêtre, moi je suis aux 2 parents qui se réveillent. Là. Ah, on a un petit décalage. Là j'ai le coup de museau, la mâchoire qui... Et la mère elle panique pas quoi. Elle détache le gamin, t'as une mâchoire de dinosaure à 30 cm d'elle. Aucun stress. Ah bah de toute façon, si elle a pas paniqué avant, elle paniquera jamais là maintenant. Hein, c'est... Mais là, on a aucun sentiment d'inquiétude parce qu'on se dit forcément que le gosse il va s'en sortir, hein. Et ses parents aussi. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. À partir du moment où ils ont épargné un bébé dinosaure, ils vont pas tuer des humains. Donc oui. Et là encore, ouais, avec la mâchoire en arrière-plan qui essaye de passer à travers le truc métallique et les 2 parents au premier plan, je trouve ça sympa. Au niveau plan. Ouais. Tac. Et là, ils y s'échappent de peu. Mais là, quand même, enfin, la tête du dino qui prend tout l'espace de la caravane, il était pas aussi gros que ça tout à l'heure, enfin... Bon. Je sais pas. Moi, c'est pas ça qui me perturbe, hein. Moi, ce qui me perturberait plus, c'est que la caravane, elle est en carton-pâte. Ouais, enfin, en même temps, ouais. Comme l'avion pour résister à ce genre de truc. Oui, c'est vrai, dans un sens, ouais. Et du coup, là, je suis rendu au coup de pied dans la vitre. Tu faisais référence à quoi? Parce que ça me parle même pas. Il y a ça dans le monde perdu? Ça me fait, ouais, bah ça me fait penser à quand Malcolm et Nick ils essaient d'ouvrir la porte là, qu'ils mettent des coups de pied dedans là pour sortir, droit dans les bois. Ils mettent des gros coups de pied dans la porte et ça marche pas. Qui une fois dehors, droit dans les bois. Bah, je me rappelle qu'il dit ça, ouais. Mais j'avais un peu oublié le coup des coups de pied dans la porte. Ouais, ça m'a fait penser à ça parce que c'est vraiment le côté où ils vont dans l'autre bout de la caravane et boum. J'ai fait pause justement sur le moment où il pète la vitre et j'avais pas fait gaffe que à droite on a en ombre chinoise les dents du dino. Et là la gamine se barre toute seule, mais où va-t-elle? Par contre, le père empêche le garçon de s'enfuir. Ouais. Et là, on est encore dans un truc déjà vu 50 fois, c'est-à-dire les personnages acculés dans un endroit clos et la tête du dinosaure qui arrive pas à les atteindre. Ça, c'est tellement vu et revu en termes de situation, je trouve. Et la mère sort l'extincteur. Ouais. Bah alors déjà le père, il arrache un bout de fer pour taper sur la tronche. Tac. Et le moment où la mère se retourne, le plan il est marrant aussi. Comment elle se vénère. La caméra qui avance vers elle, ça fait limite travelling de, je sais pas, film. Enfin, ça m'a fait film d'horreur. Je pense à Alien, moi, genre. J'aurais bien cette scène-là dans un Alien avec l'extincteur là. Ouais. Quand la caméra avance vers la mer en train de hurler, ça me fait penser à un film d'horreur, mais je saurais pas dire pourquoi. Mais cet effet-là. La même chose. Hein. Moi, je te dis, ça me faisait penser vraiment à un truc un peu à la Alien, quoi, genre. Et donc, on repousse un dino à coup d'extincteur. À noter, pro tip, si ça vous arrive. Et là, par contre, à la lumière du feu, je trouve le dino beaucoup plus dégueulasse en termes de CGI. Une fois qu'il a pété tout le reste de la caravane. Juste avant le plan iconique de poseur sur lequel tout le monde s'extasie. Alors que c'est juste un contre-jour. Ouais. Un peu facile. Ça fait un peu la guerre du feu, quoi, c'est bizarre, quoi. Il y a un côté un peu, c'est que leur lance, quoi, on dirait les vieux films qui mélangeaient hommes préhistoriques et dinosaures, là, dans les années 60, là, je sais plus comment ça s'appelait, là, 10 000 avant Jésus-Christ, ou truc comme ça, là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Alors peut-être qu'il y a une image de genre, le dinosaure face à l'homme sans technologie, limite, quoi, vraiment... avec ses barres de fer et son extincteur. Ouais, non, mais c'est possible que ce soit ça, hein. Mais sur le plan visuel, c'est vraiment le plan que tout le monde retient, et moi je le trouve pas si bien pensé que ça. Enfin, je le trouve assez facile, quoi. Ouais. Assez poseur. Bah ouais, puis quand même, enfin, c'est quand même un dinosaure face à un mec avec une barre de fer et une nana avec un extincteur, quoi. Et il reste chaud, là. Hein. Il reste là tranquille à deux en piqué devant lui. Hein.
Ah non, mais voilà, c'est vraiment poseur, quoi. Ils ont de l'espoir. C'est fait pour faire une capture d'écran, quoi. Et je trouve ça dommage par rapport donc aux enjeux qui étaient posés au début. On est une famille, on s'entraide tous. Donc à la fin, on va voir qu'ils s'entraident tous, sauf un. Mais j'aurais voulu que le plan retranscrive ça plus. Enfin, qu'on ait toute la famille face aux dinosaures dans un seul plan. Donc après, fallait réfléchir comment le construire, mais en termes de résolution de ce qui était posé au début, finalement, on n'a pas trop cette idée de... Enfin, elle est pas trop résolue, cette idée de on doit tous s'entraider maintenant au lieu de se chamailler, quoi. Oui, effectivement, ouais. Petite parenthèse, on va leur expliquer que pas bouger, ça marche qu'avec le T-Rex, hein. Je suis pas sûr que l'allosaure, il a sa vision basée sur le mouvement, hein. Et là, eh oui. Le drame. Et là, j'ai cru que c'était une sorte l'armée qui arrivait. Oui, moi je trouve que c'était voilà qu'il y avait les autorités qui débarquaient, quoi, au bout d'un moment, non. Bah non, mais enfin, dès le début, moi, quand la gamine a dit aujourd'hui j'ai appris à tirer à l'arbalète, bah tu sais que c'est comme ça que le dino va être vaincu à la fin. Enfin, pour moi, c'était évident, et c'est des trucs qu'on peut faire à la limite dans un long métrage parce que t'oublies entre temps. Mais là, en 8 minutes, je trouvais que le setup était vraiment trop flagrant. J'avais pensé que c'était Greg au début, hein, qui faisait ça. Eh ben, moi aussi. Pourquoi pas. Ouais. Bah, je me suis d'abord dit, c'est l'armée ou des autorités qui interviennent. Et après, parce que j'avais pas bien vu que c'était des flèches, je me demandais s'il y a des projectiles ou je sais pas. Et après, quand j'ai vu que c'était des projectiles, je me suis dit, bah, c'est Greg. Puis, sorti de sa caravane, et puis après, non, c'est la gamine. Et là, je me suis dit, wow. Je pensais qu'il allait avoir une importance un peu plus conséquente, Greg, justement. Ah oui. Je me suis dit, on le voit pas dès le début pour qu'il n'en revienne plus après. Ouais. Non, mais oui, ça aurait pu être lui aussi, mais le coup de l'arbalète dès le début, pour moi, c'était flagrant que elle serait utilisée à la fin. Et du coup, c'est pas Greg, c'est... Comment elle s'appelle? Alors, la petite, elle s'appelle... Je vais te dire ça. Kadasha. Et là, du coup, on est dans un Jurassic Park avec des gamins qui tirent à l'arbalète sur des dinosaures. Bah, on a du coup de la gymnastique, hein, déjà, hein, c'est... Ouais, mais la gymnastique, c'était pas... Enfin... C'est pas une arme, quoi. Enfin, le dinosaure s'empale derrière, mais... Non, mais tout ce qu'elle veut, c'est le repousser parce qu'il va attaquer son père. Mais c'est pas une arme, enfin... dans les 3 premiers Jurassic Park, quand même, à chaque fois qu'on utilise une arme contre les dinosaures, ça marche pas. Et là, on a des gamins qui ont des arbalètes pour shooter les dinos. Et ça suffit. Et moi, ça suffit clairement pour faire fuir le dinosaure. Ça m'agace. Que ça suffise ou pas, à la limite, je m'en fous. Moi, pour moi, c'est le message, quoi. On en est là, quoi. Ouais, ça c'est clair, ouais. Bah, on est clairement dans des scènes familiales. Ouais, il fallait trouver une arme aussi parce que je pense que au niveau de l'opinion publique, ça passe pas aussi de voir une petite gamine armée d'un fusil à pompe, quoi. Donc aussi. Ouais, mais c'est vraiment en termes de ce que représentaient les dinos pour Tim au début et où on en est maintenant, quoi. Ah, faut les défoncer. Enfin... bah, un peu ce côté-là, ouais. C'est après que ce soit une arbalète ou une Gatling et que ça marche ou que ça ne marche pas, ça me choque moins que le fait qu'on est passé de Tim à ça, quoi. Ouais, et puis il y a le côté pourtant en plus là on est même plus dans le délire des hybrides où les hybrides on pouvait comprendre le délire qu'il fallait un peu les annihiler parce que bon, on pouvait avoir une forme d'antipathie pour eux. Là, c'est les dinosaures quoi, les animaux, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre le côté où ils passent un peu en son of bitch, comme dans les Dents de la Mer ou la Reine Alien, quoi, le truc monstre, quoi, pour le coup. C'est monstre quand on se débarrasse, quoi, qui dégage, quoi. Donc voilà. Entre-temps, on a eu le plan Trevoresque, hein, qui fait dans tous ses films encadrer les personnages entre deux barres. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, comme l'ascenseur. Tu veux dire Ouais, j'avais fait un tweet où on repérait régulièrement ce genre de gimmick qui fait finalement sans aucun sens, c'est juste une signature à lui. Et puis bah tout le monde se rassemble, tout le monde se fait des câlins. Il y avait un petit coup du dinosaure dans une bicyclette dans le feu, ça fait ding ding. Ah, j'ai pas fait gaffe. Moi, je viens de remarquer, j'avais pas fait gaffe non plus. Un hommage à E.T. Ouais, j'ai pensé la même. Et Greg sort à la fin de sa caravane.
lui, alors là, je suis encore au câlin. Où le grand frère s'est occupé du petit. Donc on l'a, cette histoire on s'est entraidé, mais je trouvais que ça aurait été plus symbolique que le plan, quitte à faire un plan money shot qui montre la résolution de ça plutôt que ce qu'il nous a montré. Voilà, et on nous montre que tout est cassé. Alors le travelling arrière à la fin, je le trouve un peu nul, on se doute bien que tout est pété. Je vois pas trop l'intérêt. Et Greg ressort pour regarder les météorites. Et on enchaîne avec le générique. Qui est peut-être un peu plus intéressant au final. Bah, je sais pas, moi je le trouve contre-productif. Ah. Je sais pas, je trouve... C'est ridicule. Mais ouais, voilà. Ils ont pris des vidéos gag et ils ont rajouté des dinosaures dedans en pensant que ça allait être flippant. Mais non, la vidéo derrière, on sait bien que c'est des gags, quoi. Ouais. Je suis sûr que ça a pas été tourné exprès, ils ont pris des trucs qu'ils ont trouvés sur internet. Mais par exemple, la vidéo de l'accident, tu peux la trouver sur internet sans dinosaures. Bah, d'ailleurs, la vidéo, elle est dégueulasse, la vidéo avec le stégosaure, là. C'est immonde, quoi, au niveau CGI et tout. Enfin, tu vois que ça n'a pas été fait pour, c'est enfin, on dirait vraiment un truc tu parlais de fan film au début, mais ouais, je vois des trucs sur YouTube faits par des fans limite qui sont mieux faits, quoi. Après, c'était peut-être pour l'effet, ça a été filmé par une caméra embarquée de voiture, donc c'est moche, mais... Ouais, mais... Mais c'est pareil, la vidéo de la gamine qui court. Enfin, je pense qu'ils ont trouvé un truc de vidéo gag. La gamine, elle devait être poursuivie par une poule, donc ça faisait marrer le caméraman. Ils se sont dit, on va remplacer la poule par des dinosaures. Ouais. Mais c'est censé tout changer, quoi. Si ton gamin se fait poursuivre par des dinosaures, le caméraman, il est pas là à filmer en rigolant. Enfin, on l'entend pas rigoler, mais on imagine que dans la vidéo d'origine, il devait se marrer. Et donc là, pour moi, ça marche pas du tout, quoi. Ou alors c'est un vieux sadique, quoi. Mais ouais, moi j'ai vu que certains avaient flippé dans cette scène, ou je sais pas quoi, moi j'ai eu un moment de, enfin ça m'a fait rire en fait sur le coup. Bah disons que tu vois que la gamine elle hurle vraiment, donc c'est comme ça que tu sais que c'est une vraie vidéo, mais que oui ça marche pas en termes de situation. Bah, y a un côté pathos dans cette scène, c'est un peu bizarre, ouais. Et puis surtout ça a déjà été fait dans le monde perdu, quoi. Pourquoi ils nous refont ça encore? Ils auraient pu choisir autre chose. Donc après il y a l'accident, après il y a quoi? Le requin. Non, il y a le Parasaurolophus. Ah oui, avant, ouais. Celle-là, je l'aime bien, ouais, ça. C'est assez stylé. Mais après, ouais, non, le requin, là. Oh là là. Ça, on le voit venir, hein. Non, mais qu'ils arrêtent. Parce que je disais à un moment donné, enfin, Trevor, le mosasaure, il peut faire autre chose que de sauter la verticale pour ouvrir sa bouche, quoi. À un moment donné, je sais pas, essayer de faire un effet avec genre une nageoire, quoi. Ça sera vraiment la sous-exploitation de l'animal, enfin jusqu'au 3, j'espère qu'ils vont, peut-être dans le 3, ils vont peut-être lui mettre d'autres scènes, quoi, mais jusqu'à présent, à part sauter et ouvrir sa bouche, il n'a rien fait d'autre, quoi. Ouais, parce que finalement, dans le 2, quand il attaque le sous-marin, on le voit même pas. Non. Ouais, c'est sous-entendu qu'il a bouffé le sous-marin, mais on le voit pas. Ouais, donc oui, à chaque fois qu'il attaque quelque chose, c'est en sautant la verticale, et oui, c'est un peu vu et revu. Il bouffe des requins, encore. Qui lui-même bouffe un phoque. Ouais. Ça aussi, c'est un stock shot. Ah ouais, puis en plus il est moche le plan. Là, tu la vois, là, vraiment l'incruste, c'est pathétique. Comme quelqu'un, comme disait je sais plus qui, il est censé y avoir un mosasaure en liberté dans les océans depuis 1 an, et il y avait quelqu'un qui était là pour en pleine mer pour choper cette situation-là, quoi. La vidéo du mariage, elle, c'est peut-être une qui a été faite exprès. On n'a pas, enfin, je ressens pas le côté stock shot un peu dégueu. Mais là encore, enfin, le coup de la colombe qui s'envole, qui est censé être un vol majestueux et qui à peine décollé se fait choper en plein vol. Enfin, tu l'as vu dans Mars Attacks. C'est pas censé faire peur, c'est juste marrant. Oui, pourquoi ils bouffent les colombes et pas les mecs, en fait? Oui, en plus, oui. La dernière fois qu'on a vu une attaque de ptérosaure, il attaquait les humains. Là, la colombe, voilà, autant qu'il bouffe la colombe plutôt que la mariée, quoi. Finalement, c'est rassurant, limite. Ah oui. Par rapport à ce qu'on avait vu dans les précédents films et les attaques de ptérosaures. Donc, je trouve que, ouais, tous ces extraits à la fin sont totalement contre-productifs. Ah oui, pourtant, en plus, Trevor avait bien insisté, genre que ça allait être fun, et là, rester bien jusqu'au bout de la vidéo. Genre, la fin, il avait l'air d'en être fier. Ouais, ça décrédibilise, vachement, au final. Ouais. C'est vraiment contre-productif, comme tu dis. Donc voilà. On a fait le tour de notre revisionnage, et bah maintenant, qu'est-ce qu'on peut en déduire de ce qu'on a vu? Pourquoi il y avait besoin de faire ce court-métrage?
pourquoi est-ce qu'il est monté en emphase comme ça au point d'aller le diffuser dans un cinéma à Los Angeles avec toute l'équipe? Qu'est-ce que ça annonce? Bon, c'est pour maintenir, on va dire, le public en éveil concernant Jurassic World 3. Je pense qu'il y a qu'une seule fonction à ça. Ça apportera rien au film en particulier, je ne pense pas. Moi, je me suis demandé si c'était pas un test pour une future série. Tu vois, le nouveau Terra Nova, mais un Terra Nova avec la licence Jurassic, et du coup, qui pourrait potentiellement fonctionner cette fois. C'est une idée que je me suis demandé, un format court, vraiment court, voir qu'est-ce qu'ils vous étaient capables de faire, comment ils pourraient décliner ça en série télé. Parce qu'on voit que ils utilisent le filon là pour un dessin animé là, futur là, quand Cretaceous là, je crois. Comme Cretaceous, ouais. On voit que Star Wars va aussi partir dans la direction d'une série live. Peut-être qu'ils se disent que, je sais pas, peut-être qu'Universal veut lancer une plateforme à la Netflix, c'est possible, je sais pas. Tout à fait. En avril, NBC Universal va lancer Peacock, qui sera un concurrent de Netflix, de Amazon Prime et tout ça. Ouais. Donc c'est une première piste. Après, est-ce qu'il y avait besoin de faire un court-métrage pour tester la popularité de Jurassic World? Je sais pas. Peut-être plus un test, vraiment un test fonctionnel de budget, de format, ouais, peut-être plus à ce niveau-là. D'habituer les gens à un format court. Si c'était ça, je pense qu'ils auraient gagné à le faire par quelqu'un d'autre que Trevorrow, que l'équipe qui va faire les films. Parce que ça va pas être Trevorrow derrière qui va gérer une série télé, je pense. Ouais, mais après, c'est comme le Seigneur des Anneaux qui file à... C'est qui, là? C'est qui va faire ça, là? Pardon, je sais plus le réalisateur. C'est pas Villeneuve, là? Non, Bayona, ouais. Bayona va diriger les 2 premiers épisodes de la série Seigneur des Anneaux, mais... Ouais, ils ont pas fait de test pour voir si Bayona y est arrivé, quoi. Enfin, je sais pas. Ouais, mais je veux dire, Seigneur des Anneaux, on le sait qu'il y a la série. Là, en plus, c'est une série qui est indépendante des films. Là, les Jurassic, ça a toujours été le format cinéma. Donc c'est une petite sortie, en fait, transitionnelle, tu vois, pour après partir dans vraiment un format série, habituer les gens. Parce que même là, ça perturbait. Ça a quand même surpris les gens de voir un Jurassic sortir sous cette forme-là, en fait. Enfin, quelque chose qui porte la licence en format court-métrage, ça a eu un petit côté... je sais pas, j'ai pas eu trop de retours de gens qui s'y attendaient pas. Toi, tu disais que des gens t'en avaient parlé, des gens qui s'intéressent. Ouais, effectivement, ouais, c'est quoi ça? T'as vu? Puis même quand tu regardes les magazines en ligne cinéma et tout ça, ça a fait son petit effet quand même. Ça a intrigué le côté... on sort un film en dehors de la case cinéma. Parce qu'on n'a pas vu ça souvent, donc... Effectivement, j'avais une vidéo, il y avait un mec qui parlait des Prometheus Alien Covenant, là, l'Alien Covenant, je crois, où effectivement il y avait un petit côté comme ça, mais c'était plus comme des bandes annonces en fait, et pas vraiment fait sous la forme de court-métrage, donc... Ah, c'est faux, je me rappelle que la planète des singes, il y a eu entre le premier et le deuxième, il y a eu une série de courts-métrages qui montraient justement ce qui s'était passé entre le virus qui était répandu sur Terre et la situation qu'on connaît dans le deuxième. Ouais, alors ça c'est la deuxième piste. Je voulais juste revenir sur la série télé pour dire que donc ça c'était une piste, mais NBC Universal a annoncé la semaine dernière le line-up de ce qu'il y aurait sur sa plateforme de VOD, et il y avait pas de série Jurassic World. Peut-être pas pour le moment. Pas pour le moment. C'est un peu comme Warner. Warner il lance aussi quelque chose. Enfin, ils font tout ça en fait en ce moment. Et oui. Je sais pas si t'as suivi, on était dans la grande actualité pour ça, de Muschietti, là, il faisait son gros délire sur une version super longue, et en fait, c'était un peu le truc pour vendre l'idée que peut-être à la plateforme, il pourrait faire un format série pour la Warner, en fait. J'ai pas l'impression qu'ils ont l'air d'être tous sur le créneau un peu Netflix, là, les studios, parce qu'ils voient que la situation ciné en salle, ça pose question. Bon, je sais pas, j'écarterai quand même pas la piste, hein. Même si c'est peut-être pas pour demain. C'est peut-être quand même dans les cartons. Hein. Ouais, non, je mets juste les pour et les contre des différentes pistes. Non, mais t'as raison, mais bon. Après, la deuxième piste, ouais, comme tu dis, par rapport à la planète des singes, c'est que si on nous montre ça, qui finalement aurait pu être, c'est une scène que, c'est ce qu'on disait avant, ouais, elle aurait pu être dans un film. Ils n'ont pas profité du court-métrage pour faire un truc vraiment différent et s'éclater et faire un truc qui pourrait pas se permettre dans un film. Du coup, est-ce que ça, il y avait besoin de montrer cette étape-là,
une étape entre guillemets intermédiaire, parce que le film va démarrer vraiment beaucoup plus loin et la situation aura vraiment empiré au début du film, et qu'il y avait besoin quand même pour le grand public de montrer une étape intermédiaire acceptable entre guillemets, et d'en faire tout un foin pour que le maximum de gens le captent, quoi. Oui, parce que si on prend l'exemple de La Planète des Singes, il y a vraiment un gap entre le premier et le deuxième, et les courts-métrages, c'était vraiment pour le remplir, ce trou, quoi. Et parce que on passe vraiment de il y a un virus, il y a 2-3 pecnos de singes qui sont échappés à les singes dominent la planète, quoi. En gros, quoi. Donc effectivement, les courts-métrages, ça avait ce rôle-là de tranquillement amener les gens à l'idée que bah oui, il s'est passé un certain nombre de choses assez graves entre le 1 et le 2, et maintenant les humains, ils en sont à ce stade-là. Alors, est-ce que ce sera un unique coup de tir de Trevorrow, je sais pas. Normalement, oui. Je pense pas qu'il y aura d'autres courts-métrages de prévus, parce que c'est vrai que là, un court-métrage pour, comme tu disais, quelque part, pas se prendre la tête à développer qu'il y a eu des choses graves qui se sont passées, ça me paraît un peu juste quand même. Un seul film. Je sais pas. Tu penses que ça peut suffire, toi, pour passer d'une situation A à une situation B radicalement différente, juste ce petit métrage-là? Bah, si tu dis que ça a marché pour La Planète des Singes, alors je suis pas sûr de les avoir vus pour La Planète des Singes, mais La Planète des Singes, ça se comprenait plus par rapport au sérieux, on ne pouvait ne pas les voir, hein. C'était sympa à regarder, c'était bien fait en plus, hein. Ils étaient bien faits, les courts-métrages, mais tu les voyais pas, de toute façon, c'était assez crédible dans le film, on comprenait, hein, puisqu'il y avait toute une intro qui expliquait avec des messages radio, justement, comment petit à petit on était tombé dans une situation pas terrible pour les humains. Donc c'était du bonus là pour le coup. C'était pas quelque chose qui servait l'histoire. Ce qui me dérangerait avec, c'était dispensable si tu veux. Là, ce qui me dérangerait avec Trevorrow, c'est qu'il a la fâcheuse habitude, notamment avec ces sites faits par des fans là, qui sont supposés remplir les choses qu'il explique pas dans ses films, dans ses trous. J'ai pas envie qu'il utilise ça pour dire voilà. Je vous montre une situation, vous l'acceptez parce que je l'avais en gros suggéré dans mon court-métrage, et puis si vous avez pas compris, tant pis pour vous, moi je fais mon délire et puis je cherche pas à expliquer, quoi. Est-ce que c'est ça qui m'inquiète, parce qu'autant j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Si j'ai trouvé intéressante la scène de fin de Fallen Kingdom par rapport à ce que ça pouvait amener comme situation, vraiment il y avait une prise de risque. Mais le problème, c'est que si Trevorrow, après, il assume pas les risques qu'il ouvre lui-même, et qu'il te dit, je t'expliquerai pas, voilà, c'est comme ça, on vit dans un monde maintenant où il y a des dinosaures qui sont dangereux pour l'homme, mais que je t'explique pas pourquoi. Est-ce qu'on en a pas parlé, mais dans le fond, je pense, nous trois, ça nous dérange quand même le côté que ça se passe 1 an après Fallen Kingdom, et que on laisse des animaux pour certains, de plus de 10 mètres de long, carnivores et compagnie, dans les bois, quoi. En gros, et que personne ne fasse rien. Surtout qu'à l'origine... je suis ouvert quand même, mais là, ça passe pas, quoi. À l'origine, ils sont que 15 s'échapper. Ah ouais, même 15 s'échapper directement du manoir, et après il y en a d'autres qui ont été vendus et qu'on voit être embarqués par avion. Ah mais bon. Voilà. Pour remplir une planète, vrai que même déjà 15 dans les bois. 15 dans les bois, c'est beaucoup trop. C'est déjà beaucoup trop, quoi. Et puis qu'on les laisse faire, oui. Ça surtout. Ouais. Mais bon, ça je crois qu'il faut l'accepter. Enfin, on l'accepte ou pas, mais... Ah non, mais ça c'est le truc qui est lourdingue avec Trevorrow, c'est qu'en fait, final, toute sa saga, elle va être basée sur des non-dits, quoi. T'acceptes et puis c'est tout. C'est un peu comme si le premier Jurassic Park, on n'avait pas eu Monsieur ADN pour nous expliquer comment ils avaient recréé les dinosaures, quoi. Comme si Hammond, il a dit comment avez-vous fait, puis Hammond, il va vous faire foutre, quoi. Je vais pas vous expliquer, ils sont là et puis c'est tout les dinosaures, quoi. C'est un magicien de crédibilité dans l'ensemble. Ah ouais, autant on t'explique pas ce qui se passe entre la première trilogie et la deuxième. Là maintenant, on va avoir des dinosaures qui deviennent une menace pour l'espèce humaine et on comprend même pas pourquoi. Enfin, ça va commencer de faire effectivement beaucoup là, s'il part vraiment sur cette trajectoire-là, ou sous prétexte qu'il faut les protéger, on les laisse faire leur vie. Non, normalement non, on l'a déjà dit sur le forum, je sais pas, il y a un fauve qui est une espèce protégée qui s'échappe sur Paris, tu le laisses pas faire sa vie dans le bois de Boulogne sous prétexte que faut pas être méchant avec les animaux. Si le truc à un moment il attaque des gens, non. Mais après dans Jurassic Park, je crois qu'on partait d'un point, les dinosaures ont été recréés, qu'est-ce qui va se passer?
Jurassic World depuis le début, c'est Trevorrow veut arriver, les dinosaures ont reconquis le monde et je me démerde pour y arriver, quoi. Lui, il part de là où il veut arriver et il prend tous les raccourcis qu'il faut pour y arriver. Et c'est pour ça, je pense que ça passe moins bien. Ah ouais. Mais vous pensez du coup qu'on n'aura pas d'explication et que ça faudra l'accepter, quoi? Pas forcément, mais il peut nous surprendre quand même, hein. Je pense que c'est vraiment ce film-là qui fait le lien. Et que on sera beaucoup plus avancé dans la situation au début de Jurassic World 3. Sinon, je vois pas pourquoi ils ont fait ce truc-là, pourquoi c'est la même équipe que le film qui l'a fait, pourquoi ils en font un tel battage. Et voilà. Non, mais et après sur ce que tu disais, bah oui, non. Après sur les détails, je suis d'accord que ça tient pas, quoi. Mais voilà. Et sur la possibilité d'avoir un deuxième film comme ça, je pense pas. Celui-là, il a mis 9 mois à être produit. Donc, ce qu'on disait, il a été tourné en janvier, on est au courant depuis le début. S'il y avait eu un deuxième tournage, on serait au courant aussi. Et s'ils tournaient maintenant, dans 9 mois, ils seront en plein, le 3, quoi. Ils auront démarré le 3, quoi. Ils ont pas le temps de faire un deuxième, à moins de le passer à une seconde équipe, pour le coup. Ouais. Mais, a priori, on n'en entend pas parler. Après, ils en ont peut-être réalisé 2-3 en même temps. Peut-être, ouais. C'est vrai que quand on avait eu ces rumeurs de tournage en Irlande, c'était pas des rumeurs, c'était avéré. La rumeur, par contre, c'était que Bryce Dallas Howard était présente. Et là, on l'a pas vu dans le court-métrage. C'est parce qu'elle leur a présenté Greg. C'était un copain d'enfance. C'est tout, c'est pour ça. Greg, il a plus une gueule à être pote avec Owen. Bah, je pense qu'il y a un rassemblement de mecs qui vivent dans des caravanes, ils ont déjà dû se croiser, ou je sais pas. Et Owen, il a une moto aussi, parce que Greg, c'est un biker. Bah ouais, voilà. Quand le mec l'acteur, dans ses vidéos qu'il fait, il dit que son personnage est un biker. Donc, il a un background, quand même, le personnage. Ah bah oui. Ah, il faut bien, hein. Et il dit qu'à la base, ça devait être lui qui tirait l'arbalète. Je sais pas si c'est vrai ou si se la raconte. Mais ouais, on parlait de manque de logique, puis il y a plein de trucs qui manquent de logique, parce que déjà, il les laisse 1 an comme ça, dans les bois. Et puis, c'est inconscient, les animaux, ils sont pas dans leur environnement naturel et tout, ils vont devenir agressifs. Ils vont forcément essayer de se rapprocher des sources de nourriture, parce que puis le climat qui est différent, laisse tomber, quoi, ils vont s'approcher des habitations. Tout à l'heure, ouais. C'est incohérent, ce truc, même si, comme tu disais, c'est soi-disant le premier incident grave. Bah ouais, mais par exemple, l'allosaure, il a bouffé quoi pendant tout ce temps? Il a pas bouffé les 15 pauvres dinos qui se sont échappés du manoir, quoi. Et puis vu la taille, il peut pas manger, il aurait mangé peut-être attaqué des vaches, tu vois, peut-être qu'il aurait attaqué des champs, voire des humains. Donc ouais, je disais que ça avait pas trop de sens, quoi, parce que au-delà du fait qu'on les laisse déjà 1 an comme ça, mais les animaux de cette taille-là, puis sortis de leur environnement, avec des climats différents, l'allosaure, ils auraient dû chercher à se rapprocher des humains. C'est pas possible même que ça soit la première rencontre dramatique avec un dinosaure. Ils auraient dû aller bouffer bouffer des vaches ou attaquer des humains, aller dans des champs pour se nourrir, parce que c'est pas avec les pauvres douzaines de dinosaures échappés du manoir qu'on va reconstituer un écosystème viable, quoi. Ça n'a pas trop de sens. C'est clair. Déjà que même sur l'île, ça passe parce que c'est les Jurassic Park et qu'on admet, mais même on sait que déjà au niveau équilibre de la biodiversité sur Isla Nublar ou Sorna, en les laissant libres, c'était pas forcément garanti qu'il y a un équilibre qui se fasse. Pourtant, ils étaient isolés avec un certain nombre d'animaux, mais alors là, 12 clampins dans un territoire inconnu, ça n'a juste pas de sens, quoi. Et surtout que parfois ils sont seuls par espèce. Ouais, et puis en plus là, se reproduire. En plus, puis ça c'est du chipotage de fans entre guillemets. Tout le monde l'a oublié, mais le T-Rex, il est dépendant de la lysine pour survivre. Depuis le premier, en fait, puisqu'il a été créé comme ça. Sauf s'ils ont fait du rétrovirus, ils vont toujours nous trouver une idée à la con comme ça pour qu'il soit plus dépendant de la lysine. Mais il fait comment? Là, il est plus sur l'île, il est plus avec. On peut plus imaginer que les herbivores forcément mangent des grosses doses de végétation riche en lysine comme ils le faisaient sur Isla Nublar et sur la Sorna, donc je sais pas comment ils font, quoi. En tout cas, le T-Rex, il devrait mourir, quoi. Je pense que ça, à partir du moment où ça a été résolu d'un claquement de doigts pour les dinos du monde perdu, ils se sont pas emmerdés à retrouver une explication pour ceux qui étaient restés sur Nublar et ceux qui sont sur le continent.
Je pense que ça, on en parlera plus. À la limite, tu vois, ceux qui ont été conçus à Jurassic World, c'était un autre processus de création. Ils s'étaient pas embêtés non plus à faire que des femelles. Enfin, c'est pas du tout les mêmes générations, donc ça me dérange pas, ça. Mais celle du premier, elle est dépendante de sa conception, quoi, de comment elle a été faite. Non, mais tout à fait. Hein. Ils se vantent de reprendre le T-Rex du premier, mais c'est que... Enfin, il en prend bien ce qu'il veut, quoi. Il le prend pour l'image, pour regardez, je suis un vrai fan, c'est le lien avec la précédente saga, mais bon, tout ce qui ne l'arrange pas et qu'il faudrait résoudre pour que la continuité fonctionne, il l'oublie, quoi. C'est le cynisme, enfin, l'hypocrisie de Trevorrow. On va se faire insulter, là. Surtout qu'il y a... Ah non, il y a quelque temps, là, j'ai fait mon nostalgique, j'ai relu nos vieux messages sur le forum, genre, je sais plus, 2012, 2013, je crois, quand ça a commencé, vraiment. Et on était plein d'espoir sur ce brave monsieur, hein, on en disait du bien, hein, on y croyait, hein. Oh, on avait confiance. Ah ouais. Même toi, Florian, hein. Ouais, non, bah, moi, j'ai commencé à twister quand on a eu les premières rumeurs de scénario d'un nouveau parc, des dinos hybrides et tout ça. Mais avant, le nom de Trevorrow, j'avais bien aimé son premier film. Ouais, puis il était sympa, sur Twitter, il était assez rassurant, c'est ce que je relisais là et tout, on en parlait, c'est vrai qu'il était hyper rassurant, puis au final, c'est un peu pour des cons, quoi. C'est ça. Il y aura un truc à faire sur ce mec, hein, quand même, un jour, hein, parce que c'est pas banal, hein, son histoire à lui, hein. Non mais quand même, hein, ce qu'il aura fait, bon. Bon, c'est un peu la même histoire que tous les autres de sa génération. Hein. Un petit film chopé par un studio pour faire des gros trucs et derrière. Ouais. Finalement, peut-être que Rupert Wyatt, il a bien fait de s'arrêter à la première planète des singes. Hein. Peut-être qu'il aurait vécu le même sort s'il avait continué sur les grosses franchises comme c'était prévu, quoi. C'était pas un jeune, hein, lui. Hein. Ouais, peut-être, effectivement. Non, lui, il est beaucoup plus âgé. Hein. C'est Gareth Edwards. Dans le même profil que Trevorrow, t'as Gareth Edwards, et puis t'as le grand barbu, là. Enfin, pas grand barbu, mais qui a une grande barbe, qui a fait le Skull Island. Ah, je vois plus. Ouais. Il y a un peu Matt Reeves. Jordan Vogt-Roberts, un truc comme ça. Lui, il avait fait un petit film indé avec un des gamins de Jurassic World, justement, The Kings of Summer, qui était sympa. Et derrière, il a fait King Kong, qui était un peu dégueu. Enfin, moi, c'est un plaisir coupable. Me faire assassiner, mais un plaisir coupable. Plus sympa à regarder que, par exemple, Jurassic World. Ah non, clairement. C'est sûr que c'est un peu con, quoi, mais au moins, il y a un côté assumé, il y a des beaux plans, c'est beau, hein. En plus, il y a des trucs chouettes, hein, dans Skull Island, là. Oui, non, clairement. Jurassic World est beaucoup plus faux cul, se prétend être... Ouais. Alors que King Kong, il sait qu'il monte juste des monstres qui se tapent dessus et il l'assume. Ouais, voilà. Mais ouais, c'est vrai que bon, on va revenir à Trevorrow. On attend la fin. Moi, je l'attends parce que j'ai bien aimé. Le risque qu'il prenait à la fin du 2. C'était de toute façon, à un moment donné, fallait assumer son idée, quoi. Moi, je veux bien qu'il ait des idées de merde, mais au moins il l'assume. Bon, ça peut être dangereux. Mais c'était intéressant, là, à la fin. Mais alors, si c'est me hyper pour se foutre de ma gueule après dans le 3 en disant non, mais t'as cru quoi encore que je balançais une idée un peu folle et puis que j'allais en plus résoudre ça? Mais non, je m'en fous, moi, je fais mon délire. Non, alors s'il fait ça, aïe. Et effectivement, avec ce court-métrage, je suis pas rassuré. Parce que quand tu vois que sur 8 minutes, il est même pas capable de tenir une crédibilité, mais de base, quoi. Moi, je comprends pas que ça choque pas plus, quoi, des dinosaures dans les bois, quoi. Puis un an. Personne n'agit. Non, mais c'est sûr. Non. Mais je pense que là-dessus, t'auras aucune résolution, faudra l'accepter. C'est même souligné par les réactions même des personnages, que moi je trouve bien. Déjà, ils n'ont pas peur, et puis la fameuse réplique du père, là, qui dit non, mais c'est la nature, voilà, ça arrive. C'est plus ça qui m'inquiète. Hein. C'est les réactions face aux événements. Le manque de peur, le manque d'effroi entre guillemets, et le fait que tout ce qui est considéré comme gentil entre guillemets, que ce soit pour les dinos ou pour les humains, ça ne peut pas mourir. Il faut vraiment être vraiment badass pour mourir maintenant dans un Jurassic. Colin Trevorrow l'a expliqué ça. Il avait dit je crois que il avait pas aimé les critiques qu'on lui avait fait sur la mort sadique de Zara dans Jurassic World, et que c'est pour ça que dans le 2 il s'était attaché à que les morts ça soit vraiment que les méchants, quoi. Ah bah je cautionne pas. Bah oui, moi non plus.
Parce que ça enlève un peu des enjeux, hein, quand même. Bah oui. Et puis, on se doute qui va mourir dès le début. Franchement, dans le 2, on sait très bien que le chasseur arracheur de dents, il va y passer. On sait très bien que le petit-fils de Lockwood, il va y passer aussi. C'est sûr et certain. Ça, tu sens ça dès le début du film. Ah oui, hein. Dans le film, si t'aimes l'argent et que t'aimes pas les gentils dinosaures, t'y passes. Comme ça, c'est vraiment binaire, hein. Ça me dérange. Et en plus, comment il crève à la fin. Enfin, c'est tiré par les cheveux, quoi. Surtout qu'en plus, dans une confrontation homme-dinosaure comme ils veulent l'amener là, comme on le voit avec ce court-métrage, ce qui serait intéressant, c'est de montrer que la nature, elle fait pas de... Enfin, je vais pas dire qu'elle a pas de morale, mais d'un côté, c'est la vie, elle a ses règles, quoi. Il y a prédateur, le mangeur, le mangé, et que, enfin, il n'y a pas de bons, de gentils qui... Enfin, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas les bons, ils survivent et les gentils, ils meurent, que c'est valable pour les humains et c'est aussi valable pour les dinosaures. Et c'est limite cet aspect-là qui serait intéressant de montrer dans le principe d'une confrontation de la création de l'homme qu'il a dépassé d'une certaine manière, c'est de montrer il y a du drame des deux côtés, quoi. Enfin, et c'est la vie qui veut ça. Bon, on les avait dans les premiers Jurassic Park. Enfin, Eddie, oui. C'est la mort la plus déchirante de la saga. Ah oui, effectivement, ouais. Mais oui, c'est les premiers films de la saga où ça se passe comme ça, hein, du 1 jusqu'au 3. Enfin, moi je dis toujours ça, même Cooper, le professionnel et tout. Ils étaient pas antipathiques spécialement, quoi. C'était ils étaient mercenaires, bon voilà, mais ils étaient pas dépeints comme des gros enfoirés, quoi. Ouais, non, c'était des gens qui faisaient leur mission et puis c'était payé pour ça. Ils ont pas été décrits comme comme le mal absolu, hein. Le seul, c'était Gennaro. C'est tout. Dans le premier. Gennaro. Ouais. Et puis, Ludlow, ouais, voilà. Pour le deuxième, quoi. Après, ouais, pour en revenir à Zara, je pense que le problème, c'est qu'il a voulu faire un exemple, quoi. Il est parti de l'idée que jamais aucune femme n'avait été tuée dans un Jurassic Park. Il a fait, vous allez voir ce qu'elle va prendre, quoi. C'est un peu ça derrière qui était gênant, mais... C'était un peu gratos en plus. Bah oui, voilà, c'est ça qu'on lui reproche, c'est pas d'avoir tué un personnage féminin, c'est la façon dont il l'a fait pour faire un exemple, quoi. Mais voilà. Bon, moi ça m'a fait plaisir honnêtement cette scène, donc je ne peux rien dire. Non, j'allais enchaîner sur autre chose, sur le fait qu'on aurait pu, le court-métrage aurait pu tenir son rôle de montrer une étape intermédiaire sans forcément faire toujours les mêmes choses, une attaque de dinosaures sur des gens isolés dans un coin. Et je suis un peu déçu. Ouais, j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps qui nous disait Colin Trevorrow nous montre enfin ce qu'Alan Grant annonçait dans le premier film, le dinosaure et l'homme se retrouvent face à face. Mais ça montre rien de nouveau, quoi. Des gens qui se font attaquer par des carnivores, il y en a eu dans tous les films. Et si vraiment on veut répondre à la problématique, si c'est nécessaire de répondre à qu'est-ce qui va se passer quand le dinosaure et l'homme vont se rencontrer, il faut montrer d'autres choses, quoi, d'autres situations, pas forcément conflictuelles, pas forcément des gens qui se font bouffer. Voilà, quoi. Et en plus, cette phrase, elle a été résolue dans le premier, justement. Qu'est-ce qui va se passer? C'est résolu dans le 1, en fait. Enfin, y a pas. Après, effectivement, on peut y voir un impact plus grand en cherchant les conséquences à long terme avec un peu l'effet papillon de Malcolm, quoi. Mais je suis d'accord. De base, je suis d'accord avec toi. On l'a eu en fait la conséquence. Qu'il n'y a pas forcément besoin d'y répondre, mais c'était par rapport à cette vidéo que j'ai vue faite par un mec qui s'appelle Valou ou je sais pas quoi, Valhou, et c'est lui qui disait ça et qu'il était satisfait de ce qu'il voyait parce que ça répondait à une question posée 5 films plus tôt. Mais déjà, il n'y a pas besoin d'y répondre, et en plus, c'est pas le cas. Tout ce qu'on voit là, on l'a déjà vu dans les autres films, et si vraiment il fallait montrer la relation humain-dinosaure, il fallait montrer autre chose, quoi. Ah oui. Ouais, je suis d'accord, effectivement. Mais oui, tu disais, on aurait très bien pu faire un court-métrage sans dinosaures, hein. D'ailleurs, au passage. Enfin, sans présence, ouais, enfin, sans dinosaures tout court, enfin, au limite, peut-être un truc pour montrer, mais. Ça aurait été compliqué avant. Ouais. Mais ce que je sais pas, moi, j'aurais bien vu un petit court-métrage avec Sam Neill, Alan Grant, on nous retrace un peu la vie de Sam Neill dans le monde, post-Jurassic World, quoi. Bah ouais, clairement. Personnel. Que sont devenus les mecs qui étaient paléontologues maintenant qu'il n'y a plus besoin d'eux, quoi? Est-ce que c'est devenu juste des fouilleurs qui vendent le résultat de leur truc? Est-ce que c'est devenu, par exemple, dans Fallen Kingdom, paléo-vétérinaire qui a jamais vu de dinosaure, ça a aucun sens. Ça aurait pu être, ils auraient pu nous présenter ça comme un moyen de reconversion des anciens paléontologues
qui sont devenus consultants sur l'anatomie et la santé des dinosaures. Ça aurait eu beaucoup plus d'intérêt qu'une paléo-vétérinaire qui n'a jamais vu de dinosaures avant le début du film. Voilà. Et sinon, et par rapport au court-métrage, j'aurais trouvé ça aussi intéressant que les dinosaures, le Nasutoceratops et l'allosaure, se battent pendant tout le court-métrage, ils détruisent tout autour de leur passage sans calculer les humains. Et je pense que ça aurait eu beaucoup plus d'effets en termes de ils sont parmi nous et il va falloir faire avec et ils nous calculent même plus quoi. Que comme Godzilla quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que ça aurait eu beaucoup plus d'impact de faire ça. Un des charmes du Godzilla d'Emmerich qui est beaucoup décrit, mais moi j'aimais bien cet aspect justement en fait, on voit que Godzilla en fait il nous calcule pas quoi, enfin, le pauvre il a faim, il casse tout et puis nous on veut le défoncer parce qu'il nous fait chier, parce qu'il est trop gros, il casse tout, mais lui il calcule rien, il se rend pas compte en fait quoi que c'est ça. C'est sa nature d'être imposant, il est comme ça quoi. C'est vrai que ça aurait été bien de souligner pour montrer que c'est cet aspect quoi. Un Jurassic World, que les dinosaures sont revenus, ils sont chez eux et voilà quoi. Ils font pas attention à nous. Et que c'est là qu'est le danger. Ouais. Mais là, c'était peut-être trop demandé, je pense que... Ouais, mais en même temps, c'était un court-métrage. Moi, je comprends pas qu'ils aient fait un court-métrage. En gros, c'est une scène d'un film qu'on aurait pu voir dans un long-métrage, quoi. Ils sont pas allés plus loin en termes de forme et de fond que ce qu'ils pouvaient se permettre dans un long-métrage. Moi, je me demande si c'est même pas limite comme une scène d'ouverture alternative aux 3, quoi. Ouais. S'ils en ont peut-être écrit plusieurs et puis ils se sont dit, finalement ils sont peut-être partis sur autre chose et puis ils ont dit mais elle était bien cette scène. Tiens, on va faire un court métrage. Voilà. Tu sais, comme on sait qu'il y a toujours différentes scènes d'ouverture, enfin il y a plusieurs versions, comme pour le 2, il y a eu une version avec un chalutier, je crois, ou je sais plus quoi, il y a un bateau qui se faisait attaquer par le mosasaure ou quelque chose comme ça. Ouais, je sais plus si ça vous dit quelque chose. Je sais pas si c'est vrai. Pas spécialement. Mais... si, moi je les ai vus les storyboards. Ah oui, elle a pas été elle a pas été tournée. Non, elle a pas été tournée, mais je veux dire, tu vois, enfin dans le processus, ils ont des idées de scènes d'ouverture, peut-être qui a été écrite même, et puis ils ont plusieurs versions, et puis ils en ont pris une autre pour le 3, et puis je sais pas, ils ont dû se dire elle était sympa cette scène d'ouverture, on pourrait peut-être la réutiliser, la recycler en fait, tu vois. La recycler en court-métrage. Je pense pas qu'ils l'ont tournée effectivement, mais c'était déjà écrit parce que ça expliquerait pourquoi c'est écrit aussi par lui et la nana quoi. Par je sais plus comment elle s'appelle là. Emily Carmichael. Carmichael. Alors elle aussi elle a un CV qui fait pas rêver. Je sais plus ce qu'elle a écrit mais le Pacific Rim quand même quoi. Le deuxième. Ouais. Je l'ai pas vu hein. Ouais faut pas. Déjà le premier c'est sympa comme ça mais c'est pas non plus premier folichon au niveau non, clairement, j'ai pas aimé le premier mais il paraît que le deuxième est pire alors. Ouais, ça fait pas rêver. Mais en tout cas, Derek Connolly s'est cassé. Alors, faudrait savoir, je pense qu'il s'est passé un truc entre les deux, c'est pas possible. Bon, il a peut-être envie de faire autre chose. Je sais pas. Bizarre. C'est pas plus mal. Voilà. Je sais pas si on a d'autres choses à dire ou si on peut ouvrir sur... Enfin, il n'y a pas vraiment d'ouverture à faire. Prochaine étape, ce sera Camp Cretaceous, la série animée. C'est prévu quand ? C'est prévu l'année prochaine, je crois, en 2020. Par contre, ça racontera pas du tout, ça nous avancera pas plus vers Jurassic World 3. Je crois que ça se passe en parallèle à l'époque où Jurassic World était ouvert. Oui, en gros, c'est Jurassic Park The Game, mais version Jurassic World. En fait, ça se passe pendant qu'il va y avoir le truc avec l'Indominus. Ah oui. En fait, ils vont être coincés dans le camp. Parce qu'il y a l'alerte en fait pour l'Indominus qui s'est échappé en fait, c'est quand il y a après avec les ptérosaures ou je sais plus quoi là. Et du coup ça se passe quand ils sont bloqués dans le laps de temps où ils sont bloqués dans le camp en fait. Voilà. Dans un camp spécial pour enfants sur Isla Nublar, qui est une pure idée. Après c'est un dessin animé. Hein. C'est bien. Une animation, ouais. C'est toujours mieux que les séries Lego là que j'ai vu passer là sur Nickelodeon là. Ouf. Moi je les regarde pas. Ouais, non, j'ai juste vu une bande annonce, je me dis c'est quoi ce truc, Ok, je pense qu'on a fait le tour là pour le court-métrage. Il y a un autre sujet que vous voulez aborder, un sujet d'actualité sur Jurassic World. Je suis pas sûr. Donc oui, éventuellement ça on pourra en parler de la série télé. Je pense que oui, déjà faire un podcast là pour Battle avec Big Rock, j'étais un peu hésitant, mais la série télé, oui, ce sera déjà plus conséquent. Je pense qu'il y aura pas mal d'épisodes, il y aura au moins une saison complète. On pourra faire quelque chose. Et puis si ça permet de revenir un peu à l'esprit de la saga. Voilà. J'ai un doute. Enfin, on verra bien.
Voilà, bah je sais pas combien de temps on en est là. 1h30, même pas 1h, 1h15. Ce sera un petit podcast. C'est déjà pas mal hein, pour... Oui, pour un truc de 8 minutes. 8 minutes, ouais. On lui accorde beaucoup d'importance quand même. Ouais, je réfléchis s'il y a d'autres choses à annoncer, mais je crois pas. Non, c'est calme. Hein. Bah, la rumeur Sam Neill dans Jurassic World 3. Ouais, bah y a pas grand chose à dire, ce n'est qu'une rumeur. Ouais, mais pour moi c'est très important, Sam Neill. Et Malcolm, je m'en foutais, mais... Bon, il va apparaître 5 minutes. Ouais, mais je voudrais même qu'il apparaisse pas du tout, quoi. Qu'il aille pas là-dedans. Si on le voit, à mon avis, il va croiser un dino dans son jardin. Il va passer. Qui va déranger sa retraite. Je vois bien une scène comme ça, quoi. Ouais, non, moi je voudrais, un truc où il s'en fout, une scène à la Wolverine dans X-Men First Class où il y en a 2 qui viennent le chercher parce qu'ils ont besoin de lui, puis il les envoie chier, quoi. C'est le seul caméo que je voudrais pour Sam Neill. Qui veut pas se mouiller dans Jurassic World, dans cette merde, quoi. Bah je sais pas si on va récupérer Fabien. Allô? Ouais. Ah, le voilà. Du coup, vous avez trouvé un petit sujet de... Non, on a évoqué la rumeur de Sam Neill dans Jurassic World 3, que je disais que j'en voulais pas, ou juste pour envoyer chier tout le monde. Ouais, mais je pense pas que ça va... Malheureusement, je pense que... il va être dedans. Hein. Il va pas être dedans? Il va être. Ouais, moi j'ai peur. J'ai vu une interview de lui, là, où il avait un petit rictus. Ouais, on lui posait la question. La même. Donc bon. Après, si c'est pour faire comme Goldblum dans le 2, pas trop d'utilité non plus. Hein. Enfin... Laura Dern, c'est sûr qu'elle va y être, je suis quasiment sûr. Ouais. Après, voilà. Bref, on verra bien. Peut-être qu'au prochain podcast... Enfin, je sais pas quel sera le sujet, mais on saura peut-être plus sur la participation de Sam Neill à Jurassic World 3. Par contre, un truc qui a fait du bien là dans le cours. Excuse-moi. Tes conclusions. Un truc qui a fait du bien dans le court-métrage, c'était de pas voir Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, c'était cool ça. Ouais. C'est tout. J'ai trouvé ça cool, ça m'a fait du bien parce que j'ai appris à m'y habituer, mais c'est ça, je sais pas, je trouve ça recrédibilise un peu le truc depuis les voir. Bah ils sont pas passionnants, ouais, en termes d'enjeu. Ouais. Va t'identifier à Chris Pratt. La Bryce Dallas Howard, voilà. Ouais, bof. Donc je peux refaire ma conclusion sans qu'elle soit cassée. C'est bon. Non, je sais même pas. Donc oui, donc c'était tout ce qu'on avait à dire sur Battle at Big Rock, sans doute un prochain podcast d'ici 4-5 ans. Au moins pour Jurassic World 3, je sais pas. Si, on a dit qu'on en ferait un pour la série animée. Sauf si elle est vraiment catastrophique, on verra. Et puis, d'ici là, rendez-vous sur le forum et voilà. À bientôt. À bientôt.